Bien, Madame la déléguée interministérielle, Mesdames et Messieurs, je suis tout à fait heureux de prononcer ces quelques mots devant vous ce matin, des propos qui sont destinés à servir de courte introduction à cette réunion, dont le thème, comme vous avez pu le voir dans les documents qui vous ont été adressés, s'intitule Ultramarins de l'Hexagone, du stéréotype à la réalité. Il est vrai que l'image des ultramarins dans la France hexagonale et aux yeux des Français de l'Hexagone n'apparaît pas toujours de manière très précise. Alors pourtant qu'elle devrait être riche de détermination, détermination à la fois multiple, pertinente et nuancée. En fait, cette image paraît souvent contradictoire. D'un côté, la plupart de nos concitoyens ont présent à l'esprit des noms qui incarnent une notoriété, une réussite certaine dans des domaines les plus variés, que ces domaines soient politiques, culturels ou sociaux. Qui ne connaît le nom de Victor Schellcher, Aimé Césaire, Simone Schwarzbart, le groupe Cassav, le judoka Teddy Riner. Mais d'un autre côté, nos concitoyens également ne peuvent être que frappés par le nombre d'habitants des départements, des collectivités d'outre-mer qui sont placés en situation de grande précarité. Dans l'Hexagone, on s'effraie avec un taux de chômage atteignant 10,3% de la population active. Mais que dire des Outre-mer, où dans certains endroits, il atteint près de 30% de cette même population et plus de 60% chez les jeunes. De la sorte, les habitants de l'Hexagone ont souvent l'impression que la réalité ultramarine se résume à deux situations extrêmes. Et entre ces deux extrêmes, l'observateur, surtout s'il est lui-même ultramarin, a fréquemment le sentiment que toutes les autres situations restent méconnues. Au fond, que sait-on exactement dans l'Hexagone de la vérité des habitants des Outre-mer, de leur culture, de leur mode de vie, de leurs passions, de leurs attentes? C'est ainsi que cette réunion a pour objet de contribuer à l'amélioration de la connaissance que l'on peut avoir de la culture et des déterminations des Français de pensée des Français originaires des Outre-mer. Elle a aussi pour objet de lutter contre le stéréotype. Dans ce contexte, deux types d'analyses statistiques vont être présentés. D'une part, le tableau de bord de la délégation interministérielle, qui est un outil d'évaluation et de suivi, qui a été commandé à l'ONDOM, l'Observatoire national des originaires d'outre-mer, par Madame Sophie Élyséon, déléguée interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Et d'autre part, le second baromètre, si je puis dire, de l'état d'esprit des ultramarins de l'Hexagone, est une étude d'opinion réalisée à partir de panels représentatifs dans le courant des mois de mai et juin de cette année par la société privée Opinionway, le premier baromètre ayant déjà été réalisé par cette même société l'année dernière au cours des mois de mai et juin 2013. Les conclusions auxquelles nous pourrions aboutir au regard de ces statistiques nous seront suggérées donc par nos trois intervenants. M. Hugues Cazenave, président fondateur de la société Opinionway, Mme Audrey Célestine, docteur en sciences politiques, et M. Antoine Prudent, président de l'ONDOM. Elles nous seront naturellement suggérées aussi, bien entendu, par Mme Élyséon elle-même. La constitution d'une base de données à partir de laquelle il est possible de raisonner de manière objective est évidemment une excellente chose, parce que nous manquons trop souvent, outre-mer, d'outils d'évaluation statistique. La délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale, que j'ai l'honneur de présider, le constate presque à chaque fois qu'elle doit réaliser un rapport. Et de même, des instances éminentes de notre pays le font remarquer. C'est le cas de la Cour des comptes, par exemple, dans un rapport de novembre 2013 consacré à la fiscalité outre-mer, rapport qui lui donne l'occasion d'observer que les collectivités territoriales ultramarines ne disposent pas de statistiques suffisantes pour bien définir leur programme d'action. Je me souviens, nous avions reçu Mme Sophie Élyséon à la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale le 18 décembre 2012. Et elle nous avait dit à cette occasion que, consciente de ses lacunes économétriques, elle travaillait à la réalisation
de modèles d'analyse permettant de mieux apprécier, de mieux appréhender la situation des ultramarins. Aujourd'hui, je ne peux donc que me réjouir de constater qu'elle a pu aboutir dans cette démarche et qu'elle a pu constituer des bases de données qui lui permettront de lutter efficacement contre les discriminations. Pour nous, ce combat contre les discriminations, d'une certaine mesure pour l'intégration, c'est un combat de tous les jours. Ainsi, par exemple, actuellement, nous essayons, à l'occasion du débat sur la loi de finances initiale pour 2015, de faire adopter un maximum de mesures. L'accroissement, par exemple, du taux du CICE pour l'outre-mer, avec un taux surmajoré pour le tourisme, était une des propositions d'un rapport de la délégation récemment adopté. L'accroissement de l'aide à l'investissement locatif intermédiaire ou encore l'accroissement du taux de crédit d'impôt recherche dans les Outre-mer, que sont ces dispositifs, sinon des moyens de créer de l'emploi et donc de l'intégration. Donc clairement, nous sommes bien tous unis dans une même démarche. Mais je voudrais arrêter là mon propos liminaire et donner tout de suite la parole à Madame Sophie Élyséon, en me réjouissant de l'occasion qui m'est offerte de lui faire part, une fois de plus, de tout mon intérêt pour le travail qu'elle effectue. Je vous en prie, monsieur. Allez-y. Oui, merci, Monsieur le Président. Pierre Lezeau, je viens de Marseille. Je ne suis pas un ultramarin, je suis natif de la Désirade Guadeloupe. Je voudrais juste faire un petit point sur ce qui a été dit précédemment, sur la connaissance que l'on a des personnalités antillaises, mauraises, guyanaises. Moi, je viens de Marseille. Marseille, c'est le bout du monde. Et je veux dire que l'analyse statistique telle qu'elle a été faite ne correspond pas à la réalité du terrain de la région PACA. Oh, pour une simple raison. Et cela a été dit précédemment. 2/3 des ultramarins sont installés en Île-de-France. La saisie de la population ultramarine dans les autres régions me semble beaucoup plus difficile à appréhender. Je tiens à saluer moi aussi le président Victor Lurel. Grâce à lui, nous avons pu, lorsqu'il était au ministère de l'Outre-mer, mettre en place une rue Aimé Césaire à Marseille. C'est quand même quelque chose de remarquable. Ça fait 4 ans que nous avons travaillé le dossier. Pour l'anecdote, lorsque nous avons présenté le dossier en mairie de Marseille, le dossier est parti dans la commission Autres communautés et affaires religieuses de Marseille. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc la connaissance, et on parle d'Aimé Césaire, on ne parle pas de n'importe qui. Lorsque nous avons fait des manifestations, préfiguration de cette inauguration de la rue Aimé Césaire à Marseille l'an passé, il n'y a pas eu un seul journaliste qui s'est déplacé pour l'événement. François, la télévision publique, a fait un petit entrefilet ou une petite émission de quelques minutes. Donc la réalité de l'outre-mer, à Marseille, en tout cas en PACA, n'est pas connue, n'est pas présente, n'est pas repérée par les institutions. On parle de Maryse Condé. Maryse Condé, ce n'est pas n'importe qui. Elle est venue nous voir, elle a travaillé avec nous pendant 3 ans. Pas un journaliste ne s'est déplacé à Marseille pour saisir la réalité de qui était Maryse Condé. Donc je crois que c'est vrai que nous sommes à l'instant zéro de l'étude statistique des ultramarins ici en métropole, mais il faudra sans doute affiner l'outil de mesure, de statistiques et d'appréhension de la réalité, j'allais dire, française. Voilà. Il y a sans doute Paris, Île-de-France, et puis nous concernant le désert français. Merci. Merci de votre témoignage, monsieur. Je crois qu'il ne vient que confirmer, je dirais, notamment en ce qui concerne le manque d'intérêt des médias pour
pour les ultramarins et leurs rêves. Je vais maintenant donner la parole tout de suite à Madame Audrey Célestine pour la présentation du point de vue universitaire sur les questions d'immigration spécifiques, étant entendu que nous pourrons reprendre le dialogue avec la salle après cela. Vous avez la parole, Madame. Merci beaucoup. Merci le président de la délégation Outre-mer du Parlement. Madame la déléguée interministérielle, merci pour cette invitation. Un grand merci également aux fondateurs de ces deux enquêtes et à toutes les personnes présentes aujourd'hui. Alors c'est une lourde tâche de donner le point de vue universitaire. Je ne sais pas si je vais vraiment réussir à faire ça en 10 minutes, mais quelques remarques malgré tout. À la fois sur les données qui ont été présentées, que j'ai eu le plaisir de consulter ces derniers jours, mais également suite aux réactions qu'il peut y avoir dans la salle, et puis ça permettra peut-être, cette période de fête de la science, mais également de mobilisation du monde scientifique, de voir que la science, c'est pas juste des gens dans des tours d'ivoire déconnectés de ce qui se passe, ce ne sont pas uniquement des personnes hors sol, mais également des personnes qui ont une démarche sur tous ces enjeux, notamment de migration, d'installation, d'incorporation des gens d'outre-mer dans l'Hexagone, qui est sur le temps long, qui du coup privilégie certainement le temps long aux instantanés. Alors les instantanés, les instants zéro, c'est effectivement très bien, mais peut-être essayer de replacer une partie de ce qui a été dit et présenté dans un temps plus long, qui est celui de la recherche sur l'outre-mer et la migration des personnes en provenance de l'outre-mer, qui est une histoire de recherche un peu longue déjà. L'audace des gens d'outre-mer, c'est également, il me semble, une audace, en tout cas si on doit la qualifier ainsi, une audace qui est là depuis un moment également, déjà l'audace de partir de chez soi, de fuir dans un premier temps la misère, mais pas uniquement ça. Je pense que pour les nouvelles premières générations, les gens qui continuent de partir, on ne fuit pas, on ne part pas parce qu'on meurt de faim, on part également parce que les évolutions de nos sociétés nous ont poussés à aspirer à autre chose, à plus grand quand on vient d'une petite île comme la Martinique, à plus loin, et que c'est effectivement tout ça qui fait la réalité ultramarine, je ne suis pas sûre de beaucoup aimer le mot non plus, dans l'Hexagone. Mais en tout cas, ce terme, cette catégorie d'outre-mer qui est clairement devenue une catégorie politique mobilisée, monsieur le ministre Lurel l'évoquait tout à l'heure, il y a quelque chose qui se passe depuis une vingtaine d'années, qui est là aussi, je pense, à replacer dans quelque chose d'un peu plus long. L'usage d'outre-mer, d'ultramarin, le fait que ça soit quelque chose qui passe quand même globalement dans le sens commun, et plus que dans le sens commun, et je dis sens commun pas de manière péjorative, le fait qu'on l'évoque davantage aujourd'hui, pour désigner non plus seulement des territoires qui seraient outre-mer, mais également des populations, puisque là aujourd'hui on parlait effectivement de populations que l'on désigne comme ultramarines, ça ne plaît pas à tout le monde, monsieur s'est présenté comme venant de la Désirade et non pas de l'outre-mer. Pour autant, le terme est de plus en plus utilisé et tend à dire suffisamment de choses pour qu'on organise aujourd'hui à l'Assemblée nationale une présentation d'enquête qui porte sur ces questions-là. Du coup, ça nous dit quelque chose aussi de la mobilisation et de la construction de certains intérêts qui seraient communs. Très rapidement, je tiens aussi à saluer Madame la ministre qui nous honore de sa présence. Très rapidement, je viens chercher un peu d'aide ici. Je viens d'une région, d'un secteur de la ville de Marseille où nous avons le seul élu Front National. Je viens d'une ville d'une région de Marseille où nous avons un des deux seuls parlementaires Front National. Je viens d'un quartier de Marseille où il y a des Antillais, des Guyanais, des Mahorais, et qui est un territoire politique de la ville. Donc ce que je voudrais, c'est l'appel à l'aide, dans la mesure où Madame Élyséon est une déléguée interministérielle. C'est une aide pour qu'on puisse se structurer, notamment, on parlait de visibilité, on parlait que les ultramarins devaient être dans la plupart des instances. Je rejoins ce que disait mon vis-à-vis tout à l'heure concernant les COPEC, les CODEC, etc. Là, il faut nous aider dans nos quartiers en difficulté,
dans ce que la loi de février 2014 prévoit, c'est-à-dire le montage des conseils citoyens, où là, nous devrions avoir toute notre place. Donc l'aide, c'est sans nul doute, Madame Élyséon, nous aurons à discuter très prochainement sur ce sujet. Merci, Monsieur le Président. C'est à mon tour de vous remercier de m'avoir convié à clôturer cette initiative. Et je salue évidemment les députés présents, les présidents d'association, Madame la déléguée interministérielle. Et je crois que pour moi, d'abord, c'est toujours un plaisir de rencontrer les présidents d'association et les élus. Nous nous connaissons parfois depuis des années. Et on voit bien finalement le temps écoulé et l'intégration qui s'est développée de notre population dans la société française. Je pense qu'une initiative comme celle-là est importante parce que nous avons besoin de mieux connaître les réalités pour pouvoir proposer des politiques publiques. Et nous savons bien que malgré le grand nombre de rapports qui ont été faits sur un certain nombre de sujets qui nous concernent, eh bien, il nous manque parfois d'avoir une vision actualisée de cette population qui nous intéresse. Vous avez évoqué les travaux de Claude Valentin-Marie, qui étaient effectivement d'une qualité tout à fait remarquable, hein, que nous sommes tous plongés dans ces miroirs aussi des originaires d'outre-mer qui étaient dressés par lui. Mais nous savons bien aussi qu'à un moment donné, Claude Valentin-Marie a quand même buté sur un obstacle méthodologique ou de principe, qui était le fait que nous sommes à un moment où nous sommes à la 3e, 4e génération de gens installés en métropole et par conséquent, ils sont souvent perdus de vue. Et donc aujourd'hui, à partir du moment où on a une difficulté à obtenir des enquêtes statistiques totalement complètes, à supposer qu'on arrive à les faire, après on ne peut plus que voir un peu les situations que par des espèces de sondages ou des photographies à un moment donné en prenant un échantillon. Et je trouve que ce que vous nous présentez aujourd'hui est tout à fait intéressant. Parce que nous avons nous-mêmes aussi qui vivons dans ce pays, nous avons finalement intégré une forme des stéréotypes qui concerne les originaires d'outre-mer en métropole. Et ce travail, finalement, nous aide à voir qu'ils ne sont plus tellement exacts. Claude Valentin-Marie, à un moment donné, quand il faisait ses travaux, avait démontré que, contrairement à l'image de nonchalance que, bon, on accole souvent aux originaires d'outre-mer, c'était en fait la population la plus active, puisque toutes les femmes travaillent dans la communauté antillaise, et comme c'est souvent à la retraite les gens repartent, on voit bien qu'au total, statistiquement, c'était quand même le groupe en France qui travaillait le plus. Bon. En même temps, ou en tout cas qui avait le plus fort taux d'activité, mettons. Aujourd'hui, c'est un autre stéréotype qui est en train de tomber, puisqu'on voyait fréquemment les originaires d'outre-mer comme la nation des fonctionnaires. Bon. Et ça se comprend d'ailleurs bien, puisqu'il y avait cet avantage du congé bonifié qui n'existait pas dans le privé, qui n'existait plus, puisqu'il n'y avait plus les voyages vacances. Bon. Et là, vous nous montrez que finalement, aujourd'hui, l'entrepreneuriat est devenu quelque chose à quoi les originaires d'outre-mer tiennent et dans lequel ils s'impliquent. Par conséquent, la question que moi je me pose à la suite de ça, c'est est-ce que c'est parce que, justement, ayant vu des parents qui vivaient tous tranquillement comme fonctionnaires, finalement, la jeune génération s'est dit il faut faire autre chose, passer à autre chose, donc, est devenue plus intéressée par l'aspect entreprise. Est-ce que c'est parce que, justement, dans un certain nombre de quartiers, les jeunes étant moins embauchés, finalement, puisqu'il y a 10 ans, il y avait un taux de chômage qui était extrêmement important dans la deuxième génération. Est-ce que finalement, ils ont pris le taureau par les cornes et se sont lancés à créer leur entreprise parce qu'ils n'avaient pas davantage de choix? Je pense que c'est un élément qui est extrêmement intéressant et sans doute, ça serait bien d'arriver à
à creuser un peu plus pour comprendre comment est-ce que c'est parce que nous avons basculé dans les conceptions générales face à l'esprit d'entreprise, ou est-ce que c'est parce que finalement la nécessité crée l'organe que les jeunes se sont ainsi lancés. Donc en tout cas, ça nous donne, ça confirme ce que vous disiez, c'est que finalement on peut considérer que ces jeunes ultramarins ou descendants d'ultramarins ont de l'audace. Moi j'ai toujours pensé de toute façon que, contrairement à nous, parfois nous avons une vision un peu compassionnelle de la migration, en voyant les difficultés majeures auxquelles se heurtent les gens pour pouvoir survivre quand ils sont loin de chez eux, loin de leur famille, et on est conscient de la douleur ou du mal qu'ils ont. Et en fait, moi j'ai souvent considéré que les gens qui partent en migration, qui laissent la famille, les parents, pour trouver une vie nouvelle, sont des gens qui sont plutôt un esprit de pionnier. Parce qu'il faut avoir du caractère, souvent, pour pouvoir le faire. Et je ne suis pas étonnée de constater qu'au fond, peut-être qu'ensuite, ceux dont les parents sont venus se sont arrachés à leurs habitudes pour trouver une vie nouvelle et meilleure, peut-être qu'au fond, on peut comprendre qu'ils aient transmis cette espèce d'esprit d'entreprise aux jeunes. En tout cas, c'est un aspect qui me semble extrêmement intéressant. Alors, vous avez dit aussi dans le débat, ce qui m'a beaucoup intéressé, vous avez dit aussi qu'il y avait une assez bonne image des ultramarins. Et on se posait la question de savoir si c'était grâce à la manière de faire des ultramarins que la société française avait ainsi pu les connaître et les apprécier. Et moi, je suis assez d'accord avec cette idée-là. Dans ma génération, il y avait souvent les associations, comme on l'a dit, on se moquait beaucoup des balboudets, parce que effectivement, les gens se retrouvaient là. Et j'ai toujours été absolument convaincue que c'était un instrument d'intégration tout à fait important, à la fois pour les gens, parce qu'ils retrouvaient un peu du pays, et ils pouvaient ensuite replonger dans la vie avec l'entourage, au travail. Mais je crois aussi que pour les voisins, pour les gens du village, etc., comme vous dites, en général, c'est absolument inconnu, ça ne va jamais passer dans les grands médias, mais en même temps, c'était une manière de médiation avec la population d'accueil qui me semble être extrêmement importante. Et je crois que, comme vous dites, cette espèce d'image un peu plus positive des migrants antillais est sans doute due à cela. Alors j'ai constaté récemment, et je l'ai dit à la présidente du comité de la Commission des droits de l'homme, qu'habituellement il y avait toujours dans le rapport de la Commission des droits de l'homme, il y avait toujours un petit sondage pour voir comment les différents groupes qui vivent en France étaient perçus. Et en général, j'étais très réconfortée quand je regardais ça, de voir que les ultramarins avaient plutôt une bonne image. Bon. Et alors, avec ce paradoxe d'ailleurs, que les ultramarins avaient une bonne image et les noirs moins. Bon. Ce qui était quand même un peu contradictoire. Bon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'ai reçu le dernier rapport de la Commission des droits de l'homme, j'ai vu que cet item avait disparu. Bon. Donc, on regarde uniquement comment sont perçus les Noirs. Et je lui dis, mais vous savez, ça fait un choc quand vous recevez ce truc-là. Parce que ça signifie que la catégorie juridique dans laquelle vous vous trouvez a disparu en France. Bon. Et elle me dit, oui, mais quand on est discriminé, c'est une question de couleur de peau, par conséquent, il n'y a pas de raison de mettre l'origine. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Parce que, en quelque part, il y a quand même, quoi qu'on en dise, il y a une sorte de communauté d'esprit, d'histoire, de culture dans les différentes régions des Outre-mer. Et je crois que c'est dommage, y compris pour la conception que la France peut avoir de son peuple, de sa diversité. C'est dommage de faire disparaître une catégorie qui fait partie de la diversité de la France depuis extrêmement longtemps. Alors je crois que je l'ai un peu déconcerté en lui disant ça, mais je vous incite quand même à regarder ce genre de choses. Parce que c'est jamais bien qu'un pays, finalement, ne se rende plus compte qu'il a depuis longtemps une composition plurielle et diverse, et que c'est plutôt un affaiblissement pour eux que de faire disparaître les ultramarins dans l'ensemble français. Alors, je crois donc aussi, comme vous, qu'il faut lutter contre les discriminations. Parce qu'on a tendance un petit peu à sous-estimer les choses.
Et je crois que c'est souvent parce qu'on ne nomme pas les choses qu'on n'arrive pas à les traiter. Et par conséquent, même si on souhaite avoir une intégration qui soit le plus harmonieuse possible, et donc c'est vrai, il ne faut pas toujours crier au loup sur toutes les difficultés de la vie quotidienne, mais il faut quand même aussi arriver à faire en sorte qu'on se rende compte qu'il y a, pour notamment les générations les plus jeunes, il y a quand même un problème, et que par conséquent, si on veut qu'ils se sentent vraiment totalement partie prenante de ce pays, il faut à la fois qu'on soit présent dans les moments mémoriels. Bon, je crois qu'il est très important que dans tout ce qu'on va faire sur la commémoration des guerres de 14-18 et de 39-45, la composante ultramarine soit très présente, parce que c'est une manière de rappeler que les gens ne sont pas là simplement par tolérance, mais qui sont là aussi parce qu'ils ont voulu défendre la France, qu'ils ont adhéré aux valeurs de ce pays, et que par conséquent, c'est une histoire qui dure depuis longtemps. Mais il faut donc être présent dans ce qui est pour le passé, mais je crois qu'il faut aussi, au jour le jour, avoir une véritable action de lutte contre les discriminations, et c'est pour ça que ce que fait Sophie Élyséon est extrêmement important, et qu'il faudrait vraiment que ça puisse non seulement continuer, mais être encore plus visible. Parce que trop souvent, comme vous l'avez dit, il se fait des choses intéressantes, mais au fond, les autres ne s'en rendent pas compte. Monsieur a tout à fait raison. Excusez-moi, j'oublie votre nom, mais ça me reviendra. En tout cas, vous avez raison de dire qu'il faut que nous luttions contre toutes les discriminations et qu'effectivement, il n'y a aucune fraction du peuple qui soit exempte de préjugés et de discrimination. Donc, nous avons à lutter contre les discriminations et les préjugés qui concernent les originaires d'outre-mer et qui viennent de l'extérieur, mais nous avons aussi à lutter contre les préjugés et les stéréotypes qui peuvent concerner certaines fractions de nos populations. Et par conséquent, c'est vrai qu'on a un souci dans les Outre-mer avec l'homophobie. Et c'est la raison pour laquelle la prévention, la lutte contre le sida n'est pas faite de la même manière avec autant d'efficacité qu'elle devrait l'être. Bon. Et nous avons, avec Sophie, nous avons effectivement le projet d'intensifier le travail en cette matière. Et en tout cas, sachez que pour le 1er décembre, au ministère des Outre-mer, nous allons prendre une initiative de manière à impliquer au maximum les élus et les associations dans cette lutte nécessaire contre l'homophobie et contre le sida, même si dans les Outre-mer, le sida est beaucoup le fait d'hétérosexuels, nous en sommes bien d'accord. Donc voilà, simplement ce que je voulais dire en venant ici aujourd'hui avec vous voir, c'est d'une part que nous continuons évidemment à suivre de très près toutes les initiatives des associations et notamment je suis très contente de voir que les jeunes aujourd'hui prennent les choses en main et essayent d'avancer sur des questions comme leur insertion professionnelle, qui est quand même quelque chose d'extrêmement préoccupant. Et je pense c'est comme tout, hein, s'il faut que chacun, comme on dit aux Antilles, parfois lutte pour son âme. Chacun doit lutter pour sa propre s'éclairer lui-même. Donc, vous avez parlé d'un sujet qui est extrêmement important. C'est que, effectivement, il faut qu'on lutte contre les discriminations et que nous arrivions à faire en sorte que les jeunes et les moins jeunes arrivent aux plus hautes responsabilités dans ce pays. Mais il faut aussi que nous arrivions à faire en sorte que ces jeunes puissent plus facilement trouver de l'emploi et de l'emploi à tous les niveaux quand ils rentrent dans leur pays et quand ils souhaitent rentrer. Et pour l'instant, on n'est pas totalement satisfait de ce qui se passe. Bon. Nous avons tout un plan de pacte de responsabilité où nous aidons beaucoup les entreprises, nous essayons d'alléger les charges qui pèsent sur les entreprises de manière à ce qu'on puisse faciliter l'emploi dans les Outre-mer. Mais je suis aussi très attentive à ce que cet emploi et cette commande publique, qui est considérable dans les Outre-mer, si vous voulez, c'est quand même ce qui fait tourner en grande partie l'économie, eh bien, que cette commande publique arrive à mieux prendre en compte l'emploi des ultramarins et notamment des jeunes ultramarins. C'est vrai qu'avec l'ADOM, on fait former beaucoup de jeunes et je ne comprends pas que ces jeunes, souvent, quand ils retournent dans les Outre-mer,
on n'arrive pas à trouver la manière de les faire réembaucher à un tarif suffisant dans les Outre-mer. Donc je crois que ça, c'est un peu une tâche prioritaire aujourd'hui. Quand je suis allée à La Réunion au mois de juin, ou de juillet, j'ai été interpellée assez vivement par un certain nombre de manifestants qui disaient, voilà, nous voulons travailler au pays, etc., etc. Bon. Quand on est ministre, c'est jamais agréable d'avoir des manifestations contre soi. Bon. Mais dans le fond, il pose une vraie question. Qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit s'y prendre pour que tout l'argent public qui est déversé en matière de formation pour les jeunes ultramarins, qui est déversé aussi par les régions, d'ailleurs, qui payent beaucoup pour la formation des ultramarins, qui est déversé par l'État en commande publique sur les Outre-mer, qu'est-ce qu'on doit faire et quel cliquet on doit mettre pour que ça puisse favoriser davantage l'emploi dans les Outre-mer. Alors, je sais bien, parce que j'y ai beaucoup travaillé quand j'étais députée, qu'il y a un certain nombre de verrous juridiques à respecter, mais je pense que nous devrions quand même aujourd'hui, compte tenu de la gravité de la situation de l'emploi et de l'emploi des jeunes dans les Outre-mer, on devrait pouvoir progresser sur cette situation. Alors, il y a peut-être des choses assez faciles, simples que peuvent faire les associations, et je crois que c'est ce que nous disait le jeune homme, de créer des réseaux. En fait, vous voyez, je pense qu'il y a des... C'est souvent le problème que ceux qui offrent l'emploi ne sont pas en relation avec la personne qui a leurs compétences. Donc aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a sûrement une manière de faire un truc assez simple qui permet d'avancer. Mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est indiscutablement un enjeu fondamental pour donner confiance aux jeunes dans les Outre-mer, dans ce modèle républicain. On ne peut pas accepter qu'il y ait des taux de chômage qui soient à ces niveaux-là. Il faut qu'on mette quelque chose. Et en tout cas, moi, je suis prête à soutenir les associations et les initiatives qui vont aller dans ce sens. Ça me semble tout à fait important. Enfin, vous avez dit, et Monsieur le Président de l'Association de Marseille a insisté sur le fait qu'il faut aussi que les originaires d'outre-mer se comportent comme des citoyens à part entière. Et que par conséquent, dans la ville où ils sont présents, ils puissent continuer à défendre les valeurs de la République et à avoir une vraie présence citoyenne. Moi, je suis 100 fois d'accord avec ça et je considère effectivement que dans des régions comme celle où vous vivez, où on a l'impression que le pacte républicain est en danger, eh bien, il est particulièrement important que les originaires d'outre-mer, qui sont les enfants de la République, puisque la liberté, la lutte contre l'abolition de l'esclavage, c'est la République. Par conséquent, et les valeurs de la République sont des valeurs d'égalité, de fraternité, donc des valeurs qui nous protègent. Et je crois qu'il est particulièrement important que cette lutte-là soit la lutte des originaires des Outre-mer. Et il avait été question à un moment donné qu'on a inauguré un collège Aimé Césaire à Marseille, donc là, je suis toujours absolument d'accord pour le faire. Je crois que partout, il faut en tant qu'originaires des Outre-mer, nous soyons aux avant-gardes de la lutte pour défendre des valeurs de la République qui nous protègent. Donc voilà, je sais que vous le faites, je sais que vous êtes conscient de ce que, en tant que né dans des endroits qui sont assez loin de l'Hexagone, nous participons au rayonnement aussi de la France dans le monde, mais je crois qu'il est très très important aujourd'hui que nous, et surtout les jeunes qui sont nés ici et qui ont grandi ici, puissent être conscients de ce que leur présence n'est pas une charge pour la République, que leur présence est un atout et qu'en toute hypothèse, ils ont comme rôle, me semble-t-il, à exercer d'être aux avant-gardes de la défense des valeurs de la République. En tout cas, je vous remercie d'avoir aujourd'hui monté cette initiative et de me permettre de vous voir et de m'adresser un peu à vous. Merci. Merci Madame la Ministre. Bien, mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous d'être venus ce matin à l'invitation conjointe de la délégation aux Outre-mer et surtout de la déléguée interministérielle à l'égalité des chances des Français des Outre-mer. Je remercie Madame Élyséon pour avoir été la cheville ouvrière de cette matinée. Je remercie encore une fois Madame la ministre des Outre-mer de nous avoir
permis de l'entendre ce matin et d'être venu apporter la clôture à cette séance de la délégation aux Outre-mer. Merci beaucoup à tous. Oui, c'est ça, je connais que vous. Mais... Je suis mortellement vexé. Dites-moi, vous avez annoncé avec Mme Élisée une initiative le 1er décembre qui associerait les